Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Et vous avez bien raison, Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Avant de parler du Festival international du film de Karlovy Vary, qui se termine ce samedi dans la station thermale de Bohême de l'Ouest, eh bien nous allons parler de l'artiste tchèque Alžběta Wolfová après son installation immersive Captive du temps présentée à la Philharmonie de Paris au début de l'année. La photographe et plasticienne tchèque Alžběta Wolfová poursuit son exploration de la mémoire du vivant et du monde des insectes figés dans l'ambre depuis des temps immémoriaux. Nourri par plusieurs années de recherche menées aux côtés de scientifiques, ce travail, dont l'exposition parisienne n'était qu'une étape, doit se prolonger à l'avenir par une publication. Au micro de Marie Sikorova, Alžběta Wolfová est revenue sur les origines de ce projet au long cours, sur sa collaboration avec les chercheurs et sa manière de faire dialoguer photographie, sculpture, son, science et imaginaire. Bonjour Alžběta Wolfová, vous allez bien? Bonjour, oui ça va très bien. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre dernier projet qui était présenté à la Philharmonie de Paris? Ma dernière exposition s'appelait Les Captifs du temps et c'était une exposition en début de l'année et j'ai été invitée à concevoir une installation dans les coursives à côté de la grande salle Pierre Boulez. Et dans la Philharmonie, elle a un projet de faire habiter les salles, les couloirs par l'art. Et donc, pendant quelques mois, j'ai été l'exposition de mon projet. Donc, moi, je travaille depuis plusieurs années sur la thématique de l'insecte. Pour ma dernière expédition artistique, j'ai contacté les paléontologues au Muséum d'histoire naturelle à Paris et je m'intéressais aux insectes fossiles. Donc j'avais une intuition d'aller regarder les insectes piégés dans l'ambre, des insectes fossiles qui ont une trentaine de millions d'années. Et j'ai rencontré le professeur André Nel qui s'occupe de promouvoir cette discipline qui est la paléoentomologie. Il a été très... il a près de 80 ans et il a défendu sa discipline, c'est-à-dire regarder ce fond des arbres fossiles au sein du muséum. Et donc, il s'occupe avec quelques collègues et quelques doctorants d'une énorme collection des cailloux. C'est des cailloux jaunes, c'est des cailloux très petits, de très petite taille. Et ce sont des cailloux qui ont été découverts dans les gisements en France. Donc, il y a plusieurs gisements en Europe, notamment en France, il y a des arbres de l'Oise. Et donc, on est entre 30 et 40 millions d'années environ d'âge. Et moi, j'ai visité son laboratoire et donc son travail consiste à regarder, trier, poncer, faire la taxonomie de ces animaux qui sont trouvés dans les ambres. Et j'ai regardé à travers le microscope ces spécimens. Dans mon imaginaire, en fait, j'avais une image de l'insecte fossile comme quelque chose d'un grand caillou, comme façon Jurassic Park. Mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est leur petitesse. En fait, c'était des insectes miniatures. Et donc, ce qu'on voit quand on découvre un tout petit caillou, en fait, vraiment, les spécimens ont quelques millimètres. Et donc, quand vous regardez à travers le microscope, vous voyez un énorme... une monstruosité qui vient d'une autre ère géologique. Et j'ai été vraiment très frappée par ces spécimens très fascinants. Et je me suis dit, en fait, il faut leur donner leur place parce qu'ils sont, d'habitude, ils sont très, très petits. Donc, j'ai imaginé un dispositif qui présenterait les insectes tel un orchestre. Je voulais qu'il y ait des stars, donc il y avait une thématique musicale par le lieu qui était la Philharmonie, donc j'ai imaginé un concert composé de personnages et chaque insecte a sa propre voix. Enfin, les insectes, ils s'expriment aussi par les sons qu'ils émettent. Et donc, j'avais cette idée-là de les mettre en valeur, de leur donner leur place, de leur taille, de les agrandir. Et donc, dans le parcours de l'exposition, on était baigné dans cette lumière très, très jaune, très, très ambrée. Et on rencontrait
à la taille humaine, ces insectes qui sont morts depuis très très longtemps et dont les descendants ou on rencontre aujourd'hui. Donc, par exemple, j'avais reconnu la forme d'un moustique ou, par exemple, quelque chose qui ressemble à un acarien. Et en fait, avec les insectes, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que c'est une forme de vie très très ancienne. Donc, ils ont émergé il y a très longtemps. Ils prédatent les mammifères, ils prédatent les oiseaux. Voilà, c'est des accompagnants. Enfin, c'est des êtres vivants qui connaissent la Terre beaucoup plus que nous, et aussi leur forme a été définie ou arrêtée. Le concept, le design de ces organismes a été développé il y a très longtemps, donc il y a des millions d'années, avant même que la Terre a le soupçon des humains qu'elle allait accueillir. Il y avait les moustiques qu'on connaît aujourd'hui. Aussi, il y a des formes de vie qu'on reconnaît pas du tout. Et donc ça, c'est le côté encore plus excitant de la paléontologie, c'est-à-dire de regarder les formes de vie qui ne sont plus, qui sont pas familiers, qui n'existent plus, qui ont existé, mais voilà, c'est un souvenir d'une ère passée. Voilà, ça parle de ils sont témoins, les derniers témoins de leur extinction. Et voilà, donc moi j'ai l'impression de découvrir des petits trésors. Donc chaque fois que je pénètre dans un laboratoire scientifique, des spécimens avec lesquels les chercheurs ils travaillent, c'est des trésors à découvrir. Et donc on a dans les laboratoires, on a cette relation privilégiée avec ces spécimens qui d'habitude figurent qui sont dans les tiroirs auxquels le public n'a pas accès. J'avais l'intention de donner accès au public, de voir ces choses qui ont été pas vues depuis très très longtemps, depuis de l'arbre. Votre exposition est composée, si je ne me trompe pas, par les grandes images, on peut dire, ou bien dans des photos, mais aussi d'un objet. Vous pouvez le présenter? Donc, dans l'exposition, il y avait un objet que j'ai appelé chronolanterne, et c'était une installation sculpturale. Et donc cet objet, il représente, c'est une sculpture en résine. J'avais l'intention de matérialiser en fait la photographie. Mon vocabulaire artistique se situe dans l'art, dans la photographie expérimentale, dans l'art visuel, et j'avais une envie de donner une matérialité, de donner du relief à des images. À des images de ces insectes. J'avais l'impression que, en fait, pour voir les insectes qui sont dans les ambres piégés, en fait, il faut penser faut aplatir en fait le caillou de l'ambre, et donc ce qu'on rencontre, c'est comme une espèce de pellicule photographique. Donc je me suis dit il faut trouver un parallèle ou redonner du relief à ces images aplaties, et donc j'ai conçu un objet qui était inspiré par le dispositif de la lanterne magique, qui est qu'une astuce très 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 ancienne, qui a été utilisée notamment au XVIIIe siècle pour faire des projections des images. Donc les personnes s'amusaient à regarder les fantasmagories qui faisaient très très peur avec la lanterne magique. Il y avait souvent des squelettes, des crânes qui dansent, et ça faisait ce frisson de la lanterne. Et ensuite, la lanterne magique a servi pour faire la vulgarisation scientifique amateur. Les gens, ils ont commencé à projeter même les spécimens d'insectes. Et donc c'était la première fois que ce dispositif assez primitif de projection à travers une lentille, en fait, il servait pour faire cette expérience collective de l'image auparavant. Et donc, je voulais aussi trouver cette surface de projection, c'est-à-dire à ce que l'insecte, il habite à l'intérieur. Je voulais créer une apparition holographique. Et donc, dans la pénombre, en fait, dans la salle, on avait créé une ambiance de semi-obscurité. Et donc, cette chronolanterne, elle illuminait l'espace. Et j'avais conçu une projection, une boucle vidéo de 10 minutes où il y avait
montrait des images des insectes qui défilaient à l'intérieur de cet œuf. On avait construit cet œuf en résine artificielle et je me suis dit, on fait vibrer, on fait revivre un matériau très très ancien, ce qui est la résine naturelle de l'arbre. Aujourd'hui, on peut, avec les matériaux synthétiques, trouver un écho formel à cette matière. On avait conçu cette résine artificielle pour qu'elle ressemble le plus les cicatrices, les traces du temps dans l'ambre naturel, parce qu'il y a en fait la résine, le plus longtemps c'est un matériau vivant, et le plus il est ancien, le plus il se durcit. Il y a une surface très très spécifique de cette ambre parce que les rayons lumineux, ils vont voyager à travers cette épaisseur naturelle et ils vont se plier. Il y a des défauts dans la surface. Donc moi, optiquement, j'étais très intéressée pour faire une interaction entre cette surface travaillée et une projection numérique. Et il m'a fallu aussi faire une collaboration technique sur ce projet parce que c'était un prototype nouveau, ça n'existait pas avant et j'avais une intuition que ça va marcher, qu'il faut faire cette projection hémisphérique comme à la façon d'un planétarium, mais je ne savais pas si ça allait marcher. Et donc j'ai travaillé avec le studio de sculpture qui a élaboré la maquette et le prototype. Et j'ai également travaillé avec le physicien Renaud Bastien, qui est spécialiste de réalité virtuelle pour animaux, qui conçoit des dispositifs de projection pour des poissons, pour des insectes, afin de leur proposer un environnement dans lequel ils se produisent. Donc ensemble, on a travaillé sur cette projection. Donc il fallait faire un plan très très exact de la surface de la sculpture. Et donc cette collaboration aussi, ça a été très très riche pour moi de savoir que ensemble avec mon équipe, on essaye de construire quelque chose de complètement inédit et techniquement challengeant. Voilà, ce qui est ma fierté, c'est qu'on a réussi à conjuguer en fait cet objet historique, ce concept de la lanterne magique à quelque chose d'inédit et complètement moderne aujourd'hui. Et j'ai aussi demandé à un compositeur à construire une pièce sonore qui accompagnerait la respiration de cet objet. Et il a composé une pièce originale pour la sculpture qui est diffusée en boucle et qui faisait une espèce d'appel et d'écho aux visiteurs de l'exposition pour les appeler, pour les attirer vers l'objet et venir le regarder. En fait, on pouvait circuler autour. Et voilà, il y avait une espèce de battement de cœur, comme si c'était un écho de la vie passée, même si les insectes, ça ne fonctionne pas comme notre cœur, mais voilà, il y avait un jeu avec cette présence sonore aussi. Vous avez mentionné la collaboration avec les paléontologues. Quelle est pour vous, on peut dire, cette relation, ce lien entre l'art et la science ? En fait, je suis partie pour la première fois rencontrer des chercheurs avec l'intuition qu'il me manquait quelque chose, il me manquait une pièce dans la compréhension du monde vivant. Donc moi, je suis très passionnée par des animaux et par des oiseaux en particulier. Et je connaissais leurs facettes qui sont visibles quand on s'intéresse à l'histoire de l'art, quand on s'intéresse à l'histoire littéraire. Donc moi, je connaissais une imaginaire de l'animal et je me suis dit il faut avoir une perspective biologique de l'animal. Donc je suis allée avec cette envie de comprendre plus et j'avais dès ma première rencontre avec le milieu scientifique, je me suis dit en fait il y a une similarité entre ces parcours. En fait, chaque chercheur, il est porteur de son idée et il y a une grande part de curiosité, de création, d'invention d'un parcours dans le parcours d'un artiste et d'un scientifique. Donc je me suis dit, c'est des milieux qui se rencontrent très bien. Le plus j'avance avec mes rencontres, en fait, le plus j'ai réfléchi. Donc et aussi
voilà, sur ces deux mondes qui se croisent. En fait, je pense qu'on a besoin l'un de l'autre. Personnellement, je suis attirée par le monde scientifique, par ce déplacement de perspective sur le monde qu'on n'a pas. Ils détiennent des secrets, ils se mélangent pas forcément avec la population générale. Donc, dès qu'on commence à creuser un sujet, on découvre des informations inédites. C'est ce qui m'intéresse le plus. Après, je pensais que pour conjuguer nos univers ou alors pour communiquer mieux avec cet univers de la science, il fallait que je m'informe, il fallait que je comprenne leur langue pour le parler. Donc, j'ai envisagé de faire des formations. J'ai essayé de lire les articles des gens qui j'ai rencontrés. Mais en fait, il y a un écart irrattrapable. En fait, ils sont tellement spécialisés. Chaque personne, chaque scientifique, c'est des experts. C'est une formation très très spécifique, très très poussée, et donc je pense qu'on n'a pas, on ne peut pas se rencontrer sur ce terrain facilement de connaissances parce que je ne peux pas les attraper. Je me suis dit j'abandonne, je ne peux pas les attraper sur leur terrain, donc il faut que je les ramène vers le mien, et donc je me suis dit il faut peut-être cette naïveté ou cette curiosité, cette ignorance, en quelque sorte ça fait poser des questions. Et après, il y a des scientifiques qui ont envie qu'on leur pose les questions. Donc ça, c'est les meilleures collaborations qu'on a, qu'on peut construire. J'aime bien ce terrain de l'art et la science, justement parce qu'il y a des zones de conflit aussi. Il y a des questions aussi sur l'autorité ou la vérité. Moi, j'ai réfléchi, en fait, dans l'art, est-ce qu'on a des contraintes? Un scientifique ne peut pas s'exprimer facilement. En fait, il y a une retenue professionnelle qui sont obligés de tenir face à leur sujet, que moi je n'ai pas, je suis subjective, je ne représente rien autre que moi. Donc est-ce que ça c'est une forme de liberté? Je ne sais pas. On a toujours des contraintes quelque part, mais on les a pas au même endroit. Par exemple, j'ai travaillé sur un sujet que je pensais résoudre, c'est une question de la perception animale, par exemple. Donc je voulais comprendre comment les insectes ils regardent le monde. Je suis partie interroger les scientifiques et les entomologues qui travaillaient avec les insectes. J'ai conclu que cette question, ils ne pouvaient pas y répondre, ou soit ils ne voulaient pas, ils ne s'aventuraient pas à y répondre, et parce que voilà, il leur manque de la connaissance. Mais moi, je me suis dit, en fait, sur ce terrain où ils s'aventurent pas, moi, je me posais, c'était une évidence, et pour eux, c'était quelque chose auquel ils n'auraient pas réfléchi. C'est probablement là que se trouve l'intérêt pour un scientifique de rencontrer un artiste, ou un laïc, c'est qu'on va les confronter à une interrogation insoupçonnée. Et voilà, et donc de ce terrain où on m'a dit tu ne peux pas y aller, ou c'est de ce terrain de la perception, comment est-ce qu'on peut faire une hypothèse, de la vie intérieure d'un insecte. Donc moi j'y ai bâti un projet visuel, qui faisait référence à toute cette question-là, et je me suis dit en fait c'est autorisé que je fasse des hypothèses artistiques parce que les scientifiques ils vont pas le faire. Donc c'est là que je vais m'épanouir. Je pense aujourd'hui que c'est un terrain là où la science, elle n'a pas de réponse. C'est là que les artistes, ils peuvent intervenir et s'amuser un peu. Voilà. Vous parlez de votre créativité. Vous avez commencé, si je ne me trompe pas, vos études supérieures à Prague, à l'École supérieure des arts appliqués, à Vysoká škola umělecko-průmyslová. Mais puis, vous avez continué vos études à Paris, à l'école, on peut dire presque la plus prestigieuse en France, à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Donc, qu'est-ce que ça vous a donné? Donc, je suis venue continuer mon parcours à Paris à l'École des beaux-arts. En fait, cette école, c'est un terrain libre qu'on peut construire selon ce qu'on a envie de faire. Donc moi, j'apprécie que dans mon parcours, j'avais l'opportunité de faire d'autres études avant et un peu de comprendre ce qui m'intéresse. Donc j'arrivais aux Beaux-Arts de Paris avec un peu de
plus de clarté sur mes sujets. J'ai découvert aux Beaux-Arts de Paris plusieurs techniques aussi, plusieurs rencontres avec les praticiens de ces techniques de ces arts. J'ai commencé avec l'atelier où on faisait la conception éditoriale. On explorait des techniques d'impression très différentes, donc toute une école d'artistes qui s'intéressent à détourner la technique. Donc moi j'avais cette approche de l'image qui était une image qui est imprimée, qui est médiée par une technique, par une machine, par une transcription. C'était ma porte d'entrée vers le monde visuel, et c'est par cette porte-là que j'ai découvert l'impression photographique. Puis j'ai expérimenté, j'ai passé plusieurs années à travailler au laboratoire photographique et aux Beaux-Arts de Paris. Enfin, c'est une école de liberté, donc on ne m'avait pas appris forcément à suivre une technique du tirage très exact. Je pouvais très vite travailler en autonomie et développer ma propre approche. Et donc au laboratoire, dans la chambre noire, j'ai passé plusieurs années dans le noir. J'aime bien la technique de tirage argentique couleur, et donc c'est-à-dire le travail avec un papier photosensible qui est sensible à tout le spectre lumineux. Et donc il ne faut pas que le papier il touche quelconque rayon de lumière, donc il faut vraiment avoir une obscurité totale. Et donc je travaillais sur en obscurité totale, et j'ai pu expérimenter ma propre approche de ce tirage, de cette technique de tirage qui élaborait une image à travers ou avec cette contrainte de la machine, de la méthode, du matériau. Et donc j'aimais bien que je peux m'abstraire de la photographie traditionnelle où moi je travaille avec la photographie aujourd'hui, mais je suis pas photographe, je n'ai pas d'appareil photo, je ne me déplace pas avec l'appareil photo d'habitude. J'occupe ce terrain un peu hybride, un peu expérimental. Voilà, c'est ça que j'ai découvert aux Beaux-Arts. On a mentionné votre exposition à la Philharmonie de Paris, mais si je me trompe pas, vous avez plusieurs expositions en ce moment, plusieurs projets qui sont notamment pas uniquement en France, mais assez loin, en Asie. Donc récemment, j'ai participé à une exposition collective dans le cadre de la Triennale de l'image de Guangzhou. C'est une ville en Chine qui invitait une grande exposition collective qui retrace des approches expérimentales de la photographie. Et je faisais partie de l'exposition avec des invités français. Donc c'était un commissaire d'exposition et historien de la photographie, Michel Poivert, qui depuis longtemps soutient cette scène des photographes expérimentaux en France. Et donc il y avait une thématique qui était donc écologie de la sensibilité. Enfin, la pratique de photographe, c'est très solitaire, et on est tous un peu, on est des explorateurs un peu atomisés, c'est très individualiste la photographie. Donc là, on était réunis tous, chaque personne explore la photographie avec une autre méthode. Donc il y avait très peu d'approches traditionnelles de la photo. Et en fait, aujourd'hui, la photographie, elle est comme c'est omniprésent. Je pense qu'il y a un besoin des personnes qui s'intéressent à cette discipline de faire à leur manière. Cette année, en France, c'est le bicentenaire, ou en fait mondialement, c'est le bicentenaire de la découverte, de l'invention de la photographie. Sachant que en France, on est des héritiers en fait de ces techniques, et la photographie a débuté en fait avec une pluralité d'approches, de contraptions, de machines, de procédés chimiques. Et aujourd'hui, il y a un courant artistique qui les ressuscite ou qui se les approprie. Et donc j'étais ravie que mon projet participait aussi. Si vous avez des idées pour faire des projets, si vous voulez travailler encore avec l'insecte, avec le thème d'insecte, ou bien avec une autre technique photographique, par exemple, ou bien quels sont vos intérêts récents? Donc pour moi, j'ai pas encore terminé avec les insectes. Il y a donc un corpus d'images que j'ai élaboré avec ce laboratoire, et j'aimerais bien que de cette exposition on fasse un objet éditorial. Donc j'aimerais bien travailler sur
sur un livre et j'aimerais beaucoup utiliser les vraies ombres pour faire des impressions photographiques. Donc ça, c'est le projet qui m'attend dans le futur. Merci beaucoup, Elżbieta Wolfowa. Merci à vous. Cinéma, après l'artiste Elżbieta Wolfowa, on parle du Festival international du film du Karlovy Vary qui s'est déroulé toute cette semaine et qui prendra fin samedi soir avec la remise des prix. Vous pouvez en savoir plus sur notre site internet français.radio.cz et je vous propose maintenant l'extrait d'un entretien réalisé avec Jakub Feltzmann, producteur, scénariste, organisateur lui-même de festivals de cinéma. Il est cette année membre du jury Proxima, on l'écoute. Jakub Feltzmann, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici à Karlovy Vary ? Cette année, je suis membre du jury Proxima. C'est le deuxième programme compétitif du festival. Vous êtes venu ici dans de nombreux rôles. Parce que vous avez fait beaucoup de travail sur beaucoup de films, notamment tchèques, mais pas seulement tchèques. C'est comment de venir à cette 60e édition pour le 80e anniversaire dans le rôle de juré ? C'est très différent, je suppose ? En fait, c'est la deuxième journée, donc je regarde un peu, j'essaye de m'établir ici, donc je ne sais pas encore en fait. Mais il est vrai, c'est différent d'être dans cette rôle. Mais bon, j'ai aussi un ou deux films, je crois, auxquels j'ai travaillé. Donc maintenant, je vais les regarder de distance un peu, comment ça marche. Mais bon. Lesquels ? C'est le film de Ivan Ostrochovský sur le chef opérateur slovaque Igor Luter, Igor a potom, peut-être vous connaissez. Ça, c'est parce que je le tiens beaucoup au mon corps parce que j'organise un festival de chefs opérateurs et Igor Luter, je le connais, il faisait membre du jury de notre festival de caméraman et donc il y avait beaucoup d'années qu'on a préparé ce film et maintenant finalement c'est fini et c'est bouclé et maintenant présenté ici au festival. Donc ça me fait plaisir. Justement, à propos de ce festival que vous organisez pour Camera Oko, qu'est-ce qui fait la différence entre Karlovy Vary et d'autres festivals ? À chaque fois qu'on parle, même à des invités étrangers qui viennent, ils parlent de la proximité du public qu'ils ne voient pas ailleurs, ni à Cannes, ni à Venise. Qu'est-ce qui fait pour vous, ça fait longtemps que vous venez ici, la particularité de ce festival ? Oui, je dirais peut-être que c'est un... Moi, je le vois comme vraiment un festival national. Le festival où vous vraiment, je vous invite à aller là parce que vous devez voir tout ici parce que c'est une réflexion de la société tchèque, je crois. Je crois que c'est au meilleur, je dirais. Je crois que le festival, les organisateurs, ils font un grand effort pour vraiment s'ouvrir au public, mais aussi de faire venir le monde, d'apprécier le cinéma, mais aussi d'essayer d'approcher le public laïque tchèque au cinéma mondial. Ce qui est spécial, je dirais, aux Tchèques, c'est que ils adorent le cinéma local, son cinéma. Les entrées des films tchèques, les entrées au cinéma, ils sont toujours assez bien. Mais ce que fait le festival, c'est qu'il vraiment fait un effort d'approcher le public laïque ce que fait le cinéma mondial. Public laïque dans le sens tchèque du terme, c'est-à-dire le public qui ne connaît pas très très bien le cinéma. Oui, parce que normalement il y a plein de pays européens où le cinéma local, le cinéma est pas vraiment apprécié, le cinéma local n'est pas vraiment regardé. Et là, donc les Tchèques, on peut dire, sont des cinéphiles, mais ce que fait le festival de Karlovy Vary, c'est qu'il les approche vraiment ce qui est le point de vue, la perspective de cinéma mondial. Donc voilà. C'était Jakub Feltzmann, rencontré au Festival du film international de Karlovy Vary qui se termine donc ce samedi soir.
Et vous pouvez retrouver les infos concernant ce festival sur notre site internet françaispourradio.cz. C'est là que vous retrouvez également l'actualité tchèque, qu'elle soit politique, culturelle ou même sportive, avec les succès des joueuses de tennis tchèques à Wimbledon notamment. Et puis toutes les archives en français également, c'est là que ça se trouve. Nous sommes également sur les réseaux sociaux. Et sinon, on se retrouve dans pas longtemps, même heure, même fréquence.